Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Miracle, le nouveau film de Pierre Bernarias. Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Le linceul de Turin, avec ses 400 000 heures d'analyse, garde toujours ses mystères. Tout comme l'image d'une femme enceinte miraculeusement imprimée sur la tunique d'un jeune Indien du XVIe siècle. Mais aussi une œuvre monumentale de 15 000 pages qui défie tous les records de la littérature mondiale. Pierre Bernarias revient au cinéma avec Miracle. Une investigation captivante, une seule séance événement le lundi 10 avril. Plus d'infos sur miracle-lefilm.com. Alors il n'y aura pas de grand projet de loi sur l'immigration. Fin mars, Emmanuel Macron a annoncé que son projet de loi sur l'immigration sera reporté, découpé par une petite série de mesures administratives dans lesquelles on souhaite gérer l'immigration de manière ferme mais humaniste. Alors parmi les mesures, rendre les obligations de quitter le territoire plus difficiles, un examen obligatoire de français avec un niveau très bas, la création de titres de séjour métier en tension. On en parle ce matin avec une partie de la rédaction de l'Incorrect. Alors bonjour à vous Rémi, excusez-moi j'ai perdu votre nom, Rémi Carlu, vous êtes le rédacteur en chef adjoint à l'Incorrect. On est avec Vendry de Guerpel, vous êtes journaliste à l'Incorrect aussi, puis Joseph Touvenel que nos auditeurs connaissent, vous êtes secrétaire fédéral de la CFTC et directeur aussi de la rédaction du magazine Capital Social. Vous le présenterez aussi juste après. Donc cette une où vous rassemblez les meilleurs analystes sur l'immigration et vous faites un portrait un petit peu de ce qui se passe en France et pourquoi l'immigration est un naufrage français aujourd'hui. Oui, le contexte c'était effectivement l'immigration. Comme vous l'avez rappelé, il y a normalement le grand projet de loi immigration qui était annoncé depuis très longtemps, qui était le petit bébé de Gérald Darmanin notamment, qui devait arriver sur la table, qui devait arriver au Sénat à la fin du mois dernier. Et puis patatras avec la question des retraites, l'effritement de la légitimité d'Emmanuel Macron, la perte complète de la possibilité d'une majorité presque qu'au Parlement. Le grand projet de loi a été mis sous le boisseau, a été rangé. Emmanuel Macron a annoncé dans son allocution au 13h de TF1 qu'il allait le saucissonner en plusieurs petits projets de loi, peut-être pour essayer de le faire passer plus facilement. Nous, dans tous les cas, on avait déjà travaillé sur ce dossier, qui nous semble d'autant plus important qu'on considère que c'est en fait une forfaiture de mettre cette question de côté, parce qu'il y a un problème politicien qui nous empêche de traiter une question qui est absolument fondamentale, qui est l'une des plus importantes pour ces 50 prochaines années avec la question sociale et la question écologique. Et donc on a fait ce dossier immigration. Alors analyse un naufrage français, analyse au pluriel, puisque je ne sais pas si vous avez vu cette tribune dans Le Monde faite par des experts, qui était je ne sais combien pour expliquer que tous les experts sont d'accord pour dire qu'il n'y a aucun problème avec l'immigration en France. Et donc nous on s'est dit, écoutez, on va mettre le ton un petit peu offensif et mordant de l'Incorrect de côté et on va faire parler nos experts aussi sur cette question pour présenter toutes les facettes de la question migratoire. Donc ça part de la question économique avec Joseph Touvenel qui intervient très gentiment, de la question du politiquement correct et des médias avec Mathieu Boccoté, de la question démographique avec Michel Tribala, de la question de l'assimilation avec Vincent Cousdière, la question de l'insécurité avec Thibault de Montbrial. Il y a aussi des différents partis politiques de droite qui interviennent. Edwige Diaz pour le RN, Marion Maréchal pour Reconquête et Julien Aubert pour LR. Et donc ça donne un panorama qui, nous semble-t-il, permet effectivement d'explorer toutes les facettes de cette question, qui encore une fois est l'une des questions les plus fondamentales pour les 50 prochaines années, puisque c'est la question de la continuité, de la perpétuité de la France qui est en jeu. Et dans un rapport cette semaine de l'INSEE, on a chiffré aussi le nombre d'immigrés, donc il y aurait 7 millions d'immigrés, soit plus de 10% de la population. Vous faites intervenir Michel Tribala, qui est donc chercheuse à l'Institut national d'études démographiques, et donc il y a, on peut dire, est-ce qu'il y a un grand remplacement ? Est-ce que vous acceptez ce terme ? Ou en tout cas, il y a un constat aujourd'hui, donc il y a un changement de population. Et est-ce que c'est un problème ? Et pourquoi c'est autant tabou ? Alors, il y a beaucoup de questions. Alors moi, je fais tout à fait bien le terme, j'ai aucun problème avec ça. Alors Michel Tribala, dans l'entretien, elle réfute ce terme, sinon elle l'utilise pas du tout, puisque c'est un terme, si vous voulez, dans la bouche de Renaud Cabu. C'est une métaphore, et c'est une explication, mais qui est littéraire, en tout cas, tout à fait au-delà des statistiques. D'ailleurs, pour lui, le remplacisme est une époque globale. Il y a aussi bien le remplacement, si vous voulez, de la pierre par le plastique. Enfin bref, vous voyez, c'est un état d'esprit contemporain et une époque, en fait. Avec Michel Tribala, qui est statisticienne, elle parle sur le plan purement statistique. Moi, je le fais en tout cas tout à fait bien. Alors ensuite, la question des tabous. Là, c'est aussi très intéressant. Michel Tribala a écrit récemment un livre pour expliquer effectivement le poids de l'idéologie dans la discipline démographique.
Et elle revient évidemment cette question dans l'entretien. Mathieu Bock-Côté le fait aussi en parlant des médias, où effectivement la question migratoire était une question longtemps mise de côté, pour plusieurs raisons. Moi je crois qu'au début il y a eu la conception avec vous savez, la fin de l'histoire, la fameuse fin de l'histoire, où on a eu un rapport plus qu'économique au monde. Et donc, on nous a expliqué que oui, la question de la politique, de la grande politique, de la civilisation, etc., n'existait plus. Il restait que des individus. Et que donc, on avait un rapport tout à fait économique et utilitariste aux choses. Il y a ça, puis il y a la question purement idéologique, effectivement. C'est-à-dire que la question de la nation, de la patrie, de notre rapport à nos communautés concrètes, charnelles, à notre territoire, à notre histoire en tant que communauté politique, tout ça, en fait, a été plus ou moins dissous par l'idéologie moderne. Ça prendrait beaucoup de temps de revenir là-dessus, où au fond, effectivement, il reste que des monades, et donc à partir de là, si vous voulez, on peut faire venir, on peut faire partir, puisque le monde n'est plus qu'un village global, selon l'expression fameuse. Et l'incorrect, vous êtes allé sur le terrain, enfin Vendry de Guerpel est allé sur le terrain, c'était hier, vous êtes allé donc dans une zone d'attente de sans-papiers, c'est ça ? C'est ça, exactement. Le mois dernier, j'étais dans un centre de rétention administrative, et donc hier, j'étais aussi en zone d'attente, donc en fait, c'est dans le cadre des visites parlementaires de députés. Donc hier, c'était avec Edwige Diaz. Et donc oui, en fait, qu'est-ce qu'il en ressort de ces visites ? On se rend compte que... Où est-ce que c'était déjà ? Là, c'était une zone d'attente à Orly. D'accord. Donc en fait, c'est tous ceux qui essaient de passer les frontières, en fait, qui se font attraper à l'aéroport par la police aux frontières. Et donc, ils sont mis dans une zone à part, entre guillemets, et pendant 20 jours maximum, ils sont gardés pour voir pourquoi est-ce que leurs papiers sont pas à jour, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer sur le territoire. Donc ce qui était assez marquant, c'est que hier par exemple il y avait quatre Marocaines qui avaient des faux papiers et qu'ils avaient fait faire en Allemagne. Et donc en fait il y a toute une manigance. C'est ça, etc. Et en fait, on se rend compte que la France et la douane est un peu pris en otage aussi à cause des relations diplomatiques entre les pays d'origine et les consulats, etc. Et il y a à peu près combien de personnes dans cette zone ? Alors là, c'est une petite zone d'attente qui avait 24 places. Et hier, quand on est passé, il y avait 5 personnes. Voilà. Donc il y a bien, donc là vous êtes allé sur le terrain, vous avez bien vu ce problème d'immigration. On va parler aussi du coût. Ce coût, c'est 6,57 milliards d'euros pour 2019. Comment vous expliquez ce coût, Rémi Carlu ? C'est compliqué. Alors après, là, les calculs sont difficiles. Oui, qui vous avez fait intervenir pour le coût de l'immigration ? Nous, pour le coup, là, c'est un journaliste en interne qui fait des enquêtes et qui manie très bien les chiffres. Et donc, il lui a évalué le coût à 30 milliards environ. Par divers calculs. C'est le chiffre d'ailleurs qui avait été avancé par la Fondapol. Je crois que la Fondapol parlait de 33 milliards dans son étude parue il y a quelques semaines sur l'immigration et la politique européenne. Alors évidemment, il y a tout un tas d'éléments. Il y a la question de l'AME qui coûte en France près d'1 milliard d'euros. Il y a la question du chômage, parce qu'en fait, on va revenir évidemment sur la question économique, mais les étrangers, les immigrés sont surreprésentés dans le chômage. Les immigrés sont 17% des chômeurs, alors qu'ils sont 10% de la population, et le taux de chômage des étrangers est à 15%, soit 2 fois plus élevé que la population française. Donc évidemment, tout ça, ça amène exactement, c'est un coût. Et puis après, il y a le coût évidemment de l'insécurité, sur lequel on pourra revenir, mais qui a été très bien expliqué par Thibaut de Montbrial dans le magazine. C'est-à-dire que globalement, si vous voulez, les étrangers qui sont 7% de la population française sont surreprésentés dans toutes les catégories qui sont liées aux infractions et au vol. Alors je ne sais pas si je vais trouver Alors les chiffres. On reviendra dessus juste après le temps du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Ligne droite. La table ronde. Voilà, le jingle fait rire la rédaction de l'Incorrect, je vois. Alors, on va reprendre cette table ronde avec vous, Joseph Touvenel. Et on rappelle donc, que vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Vous avez comme en une Charlotte Dornelas, l'affranchie. Alors, vous pouvez nous parler de votre dernière une en Oui, donc quelques Capital moments. Social, c'est un trimestriel. Comme le nom l'indique, on traite de tout ce qui est économique et social. Charlotte Dornelas nous fait le plaisir de donner une grande interview, comme
tous les numéros là. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune femme qui est à la fois une tête bien faite, courageuse et qui reste simple, malgré maintenant la reconnaissance médiatique qu'elle a. Et puis, elle se prend des tombereaux d'injures fréquemment. Et donc, la meilleure des choses à faire, c'est lui donner la parole pour qu'on puisse juger sur pièce. Et puis, il y a un grand dossier aussi sur l'industrie qui rejoint un peu le sujet sur l'immigration. On s'aperçoit que notre industrie s'écroule complètement, que on continue à vendre nos pépites. Et si on n'a pas d'industrie, on n'a pas de travail. Et si on n'a pas de travail, comment vont faire les gens qui viennent en France pour travailler ? C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai pas fait l'ENA, mais j'ai fait l'école primaire de la République. Et donc, j'ai appris peut-être à compter. Et d'ailleurs, une remarque sur les 10%. J'ai regardé, c'est le chiffre de l'INSEE. Alors, l'INSEE a fait son travail. Comment le fait-il ? Il a demandé aux communes quels étaient dans les communes le nombre d'immigrés. Comment font les communes ? C'est un recensement qui est déclaratif. C'est-à-dire que ceux qui ne déclarent pas « je suis là », eh bien, on considère qu'ils ne sont pas là. C'est-à-dire que le chiffre est sous-estimé. Et même s'il y a des gens qui vont porter les petits papiers dans les boîtes aux lettres, on va m'expliquer comment font des gens pour aller recenser dans les quartiers où ne rentrent ni la police ni les pompiers. Ça veut dire que ce chiffre est sous-estimé, j'aimerais qu'on puisse l'approcher. Après, à mon sens, il n'y a pas l'immigration, il y a des immigrations. Par exemple, cette semaine, c'est la Semaine Sainte. Moi, je pense particulièrement à nos amis chrétiens d'Orient qui se font massacrer par les islamistes, violés, réduits en esclavage. Eux, bienvenue à la maison, parce qu'on a aussi un devoir de solidarité avec cela. Et puis, il y en a d'autres. De façon économique, on nous dit, oui, mais les immigrés sont nécessaires pour des emplois qui ne trouvent pas preneurs. Alors, on a schématiquement deux types d'emplois. On a des emplois qui sont les emplois, par exemple, médicaux, les médecins, les infirmières, les infirmiers. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas la volonté de les former. Et donc, on absorbe des gens formés dans des pays étrangers. Est-ce à dire que la Tunisie, l'Algérie, la Roumanie n'a pas de problème médical, que tout ça est réglé, et qui peuvent payer pour former des gens qui ensuite viennent travailler chez nous? Ça, c'est le premier bloc. Et quand je dis ça, je travaille beaucoup avec les pays de l'Est, avec des syndicats chrétiens en Roumanie, en Bulgarie, en Moldavie. Ils ont tous le même phénomène. Plus d'un tiers de la population active a quitté ces pays pour travailler en France, en Allemagne, en Italie. Ça veut dire que quand ils forment des médecins, mais aussi des carreleurs, mais aussi des ouvriers du bâtiment, parce que c'est un travail, fait une formation, on apprend des choses. On ne fait pas du ciment comme ça en arrivant le matin, tiens, aujourd'hui je vais faire du ciment. Non, ça s'apprend. Ce sont des techniques. Eh bien, une fois qu'ils ont acquis les techniques, nous les absorbons. C'est un drame pour le développement de ces pays. Oui, c'est ça a envie de le... Alors, quand on nous dit il faut que ces pays se développent, oui, alors arrêtons d'absorber leurs forces vives. Ça, c'est le premier point économique. Et puis, il y a des métiers où, on l'a vu dans l'automobile il y a 40 ans, 50 ans, et on le voit aujourd'hui toujours dans une partie de l'industrie, dans la restauration, dans les travaux publics, dans l'hôtellerie, où on refuse d'augmenter les salaires, où on met les gens dans des conditions de travail très difficiles, parce qu'on utilise une immigration légale ou illégale d'ailleurs. Ce matin, quand je suis venu, j'habite le Val-de-Marne, je suis passé devant un point P, et comme tous les matins, il y avait des immigrés qui étaient là à attendre que des camions passent et les ramassent. C'est du travail illégal. Personne s'en occupe, personne s'en soucie. Est-ce que ces gens sont heureux? Non. Est-ce qu'ils font une pression à la baisse sur nos conditions sociales? Oui. C'est pas eux les responsables. Mais alors, les responsables, ce sont ceux qui laissent faire. Et l'instauration d'un titre de séjour provisoire métier en tension, je viens de vous faire la démonstration que ça ne veut rien dire. Quand on nous dit que c'est l'offre et la demande, si les métiers sont en tension, d'abord, lesquels? Regardons. L'hôtellerie. Donc, si je reprends mon exemple de la médecine, formons des médecins. Et n'allons pas déshabiller les pays qui en manquent. Si c'est l'hôtellerie, la restauration, eh bien, il faut amener de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Et celui qui vous parle, il a commencé à travailler à 16 ans et demi comme manœuvre chez un horticulteur, et pendant 2 ans ensuite, il a été homme de ménage. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'avoir un petit salaire. Je sais ce que c'est d'avoir du mal à se loger avec un petit salaire. Eh bien, l'offre et la demande, dans ces cas-là, on augmente les salaires.
et les conditions de travail, et qu'on ne me dise pas que pour l'hôtellerie, la restauration, tous ces métiers, les hommes de ménage, etc., ou les femmes de ménage, c'est la concurrence internationale, parce que je ne crois pas que ce soit la concurrence chinoise qui fasse la différence. Mais j'allais vous dire, les immigrés prennent le travail que les Français ne veulent pas faire. C'est ce qu'on entend souvent. Vous dites que c'est faux. Alors, dans les immigrés, d'abord, comme je prends souvent le RER tôt le matin ou tard le soir, il y a deux grosses masses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux que je trouve dans le RER tôt le matin. Et que je trouve très maltraités socialement parce qu'ils ont des petits salaires. Quand ils se logent évidemment très loin, ils se lèvent très tôt. Avec les problèmes plus de transport, c'est pas simple. Mais donc eux sont responsables de rien. Et puis il y a ceux qu'on va trouver le soir, qui sont pas la même population, qui sont beaucoup plus dangereux. Et ceux-là, je pense qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Mais ensuite, si on veut que les Français de souche, comme on nous dit, aillent dans ces métiers, revalorisons ces métiers. Et puis il faut arrêter de dire rentrez, quand on est incapable de régler le problème de l'immigration délinquante. Parce qu'il y a un taux de délinquance de l'immigration qui est bien supérieur au taux national. On aura beau des soi-disant experts me dire le contraire, qu'ils aillent se promener dans n'importe quelle prison, ils le verront. S'ils sont jamais mis les pieds dans des cités, moi je les emmène pas très loin de chez moi, ils vont voir comment ça se passe dans la réalité, dans la vraie vie. Ils vont voir le trafic de dope sur le parking à Vitry-sur-Seine en face le McDonald's, s'ils ne sont pas au courant. Je peux les emmener. Ils vont voir qui trafique la drogue, ils vont voir qui trafique la prostitution. Pas seul, mais en très grande majorité. Il faut d'abord régler ces problèmes. Si on ne les a pas réglés, si on n'a pas la capacité d'assimiler, alors qu'on ne raconte pas qu'il faut venir, parce qu'il y a aussi des problèmes culturels qui se posent. Enfin, quand quelqu'un vit dans un pays où les femmes sont entièrement voilées des pieds à la tête avec un grillage pour masquer les yeux, vous imaginez le choc culturel et vous imaginez que cette personne, du jour au lendemain, va s'adapter à notre vie. Mais c'est de la folie, c'est juste de la folie. C'est aussi nier la réalité. Rémi Carlu, justement, sur cette insécurité, enfin ce lien entre l'insécurité et l'immigration, vous faites intervenir Thibaut de Montbrial qui explique que la population d'Afrique subsaharienne est surreprésentée dans la délinquance. Alors les étrangers sont 7,7% en France, mais représentent 24,5% des personnes incarcérées. Alors pourquoi il y a ce lien entre insécurité et immigration ? Et pareil, toujours la même question, pourquoi c'est autant tabou ? Si vous voulez, alors l'explication. Alors le lien déjà, effectivement, est nié par beaucoup de nos élites, là pour des raisons purement idéologiques, de pur maquillage, puisque évidemment, plus le réel vous nie, et plus vous masquez et les yeux, et vous bouchez les oreilles pour ne pas voir, ne pas entendre, et faire croire que ça n'existe pas. Bon, ce lien est réel, ensuite il peut avoir des tonnes d'explications. L'explication de base qui vient de la gauche, qui sont des explications purement matérialistes, c'est-à-dire qu'ils expliquent que ce sont les conditions économiques et sociales qui font de la précarité et donc de la délinquance. Bon, excusez, moi je viens de la France d'en bas, de la France populaire, de la France des Gilets jaunes, où il y a de la pauvreté. Je viens du Pas-de-Calais, donc c'est pas le département, si vous voulez, le plus riche de France. Il y a de la pauvreté. Je vois pas de délinquance dans mon petit village, par exemple. Donc je crois que c'est insulter les pauvres, l'éminente dignité du pauvre, comme disait Bossuet, de faire croire que la pauvreté mène nécessairement à la délinquance. Donc il y a effectivement, évidemment, des questions qui sont culturelles, parce qu'on a une société qui n'est plus homogène sur le plan culturel. L'assimilation que traite Vincent Cousguerre dans ce dossier a été complètement mise de côté par nos élites politiques au profit de ce qu'on appelle l'intégration, mais qui n'est qu'une désintégration française. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de corps national, il n'y a plus de culture commune, plus de culture partagée sur un sol, c'est-à-dire un même rapport à certaines valeurs, le même rapport aux hommes, le même rapport à la terre, à l'histoire, aux fins dernières. On a beaucoup de populations qui viennent se mélanger avec un communautarisme qui est en fait le résultat nécessaire du multiculturalisme et du village global. C'est-à-dire qu'ensuite les communautés vivent ensemble. Vous voyez ça très bien dans les pays anglo-saxons. Vous allez à Londres, par exemple, il y a chaque communauté qui vit chacun dans son coin. Et évidemment, ensuite, quand elles entrent en contact, il y a des frictions. Et c'est effectivement ce qu'on voit très bien en France, tout le monde le voit. Oui, il faut vraiment bien se masquer les yeux pour passer à côté de ce phénomène contemporain qui est terrible et qui alimente une progression de l'insécurité en France dramatique. Et ça, on le voit tous les jours dans les faits divers, où on a des histoires assez terribles, mais qui sont liées à ce phénomène. Et me semble-t-il, qui est essentiellement, évidemment, culturel et qui est lié au refus d'assimiler en France. Alors évidemment, la question sociale existe à côté. Là, c'est traité aussi dans notre dossier, notamment par Jean-Thomas Le Sueur, qui explique que du point de vue du logement, du point de vue évidemment des emplois, on n'est plus capable d'absorber cette masse d'immigration, et donc en fait, on n'est plus capable d'assimiler à cause d'une trop grande quantité.
L'assimilation est quelque chose qui se fait au goutte à goutte, si vous voulez, on assimile les individus, pas des peuples, comme dit l'autre. Et donc, il y a évidemment ces questions qui existent, il ne s'agit évidemment pas de les nier, mais il y a à côté de ça une question culturelle, puisque, en fait, à ces immigrés qui arrivent en France, et là, c'est la question existentielle de la France qui se pose, on n'a plus grand-chose à proposer. Et on entend nos hommes politiques parler à chaque fois de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est très bien, ça fait très beau sur le papier, c'est chic, mais si vous voulez, concrètement, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que la France ? Et si vous voulez, pour assimiler, il faut qu'il y ait une proposition française, une proposition d'aventure française. Et ça, je crois que ce sera notre grand défi dans les années à venir. Donc il n'y a plus de proposition pour devenir français. On voit que l'immigration a un coût, qu'il y a un problème d'insécurité, qu'il y a aussi un problème économique. Et donc, Vendry de Guerpel, vous avez expliqué aussi que l'Union européenne, finalement, ne fait pas en sorte non plus de contrôler notamment cette immigration, et que justement, elle permet, vous parlez dans votre article du pacte sur l'immigration et l'asile, que finalement, c'est plutôt de faire un pont entre l'Afrique et l'Europe, plutôt que des murs. Exactement. On va reprendre le pape François, mais on va en reparler après. Exactement. Alors en fait, je me suis penché sur ce pacte de la migration et de l'asile qui a été proposé par la Commission européenne en septembre 2020. Et donc en fait, pour remettre dans son contexte, il intervient après la crise migratoire de 2015, qui est à l'origine de nombreuses tensions diplomatiques, notamment entre la Commission européenne, la France de François Hollande à l'époque et l'Allemagne d'Angela Merkel, qui voulaient imposer des quotas face à des pays de l'Est comme la Pologne ou la Hongrie de Viktor Orban, qui ne voulaient pas justement de ces quotas. Et en fait, donc elle est prévue, son adoption est prévue pour février 2024, mais les ministres de l'Intérieur de l'UE veulent que le projet soit bouclé avant l'été, donc avant cet été 2023. Donc le temps presse pour les immigrationnistes. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce pacte ? Donc il y a un gros contenu législatif, 3 règlements, 2 ajustements de texte. Dans les 3 règlements, il y a l'introduction d'une procédure de filtrage aux frontières. Un règlement qui cadre la gestion de l'asile et de la migration pour remplacer donc le règlement Dublin et un règlement de gestion de situation de crise. Donc à première vue, on pourrait se dire que le pacte semble prendre la mesure de la crise et l'urgence migratoire, mais en fait la réalité est tout autre, puisqu'en fait on a une perte de souveraineté. Déjà d'une part, donc en fait la Commission européenne contrôlera véritablement la démographie de ces pays membres, qui rentre et qui sort du coup de ces pays membres. Et donc Philippe Olivier, député européen du groupe ID, m'a notamment dit que en fait c'est toujours le même schéma avec l'Union européenne. Quand on a une crise sanitaire avec le Covid, l'Union européenne s'octroie la compétence santé. Quand c'est la guerre en Ukraine, on parle d'armée européenne ou du moins de sécurité européenne. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec la crise migratoire. Et ce que vous expliquez aussi, c'est que par rapport à nos voisins européens, nous avons la politique d'immigration la plus laxiste d'Europe. Oui, exactement. Et en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, si je prends l'exemple, par exemple, des tests pour les mineurs isolés, en France, on peut refuser de faire ce test de mineurs isolés, tandis qu'en Grèce, par exemple, il est obligatoire, et si on refuse de le faire, on est tout de suite considéré comme majeur. Donc on ne peut pas avoir l'ADA, donc qui est l'aide aux mineurs. Et puis aussi au niveau des avantages. Et puis par exemple la durée de résidence aussi qui est exigée pour avoir la nationalité en France, c'est la plus basse de tous les pays européens, puisqu'on exige seulement 5 ans, alors qu'en Espagne, en Italie, en Autriche c'est 10 ans, au Danemark c'est 9 ans, en Allemagne, en Belgique 8 ans. Donc au cœur de l'Union européenne, on a déjà la politique la plus laxiste. Exactement. Et justement, dans ce débat, pouvons-nous réduire, en tout cas maîtriser nos flux migratoires tout en restant dans l'Union européenne ? Rémi Kerluc, qu'est-ce que vous répondez Ça montre qu'il y a des choses à faire, puisqu'il y a des voisins européens qui sont effectivement plus efficaces en subissant le même cadre légal qu'est celui de l'Union européenne. Après, ça demande évidemment une question de volonté politique. À terme, si vous voulez, il y a quand même un problème effectivement avec les institutions européennes. Jean-Thomas Le Sueur parle d'insérer, il me semble que c'est lui qui parle d'insérer dans la Constitution une possibilité de passer outre les cours, parce qu'effectivement, là, il y a des jurisprudences, que ce soit le CJUE, que ce soit la CEDH, qui nous posent problème. Il faut dire aussi qu'il y a des problèmes de jurisprudence en France, que sont aussi et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. On se rappelle le coup de force du Conseil constitutionnel sur le principe de fraternité, par exemple. Donc il y a effectivement toute une armature légale, si vous voulez, et jurisprudentielle, que ce soit en France et dans le cadre des institutions européennes, qu'il s'agira un jour de dépasser. Et c'est pourquoi Marine Le Pen, rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, voulait faire voter son projet de loi immigration par référendum. Par référendum, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, par la légitimité du texte,
voté par le peuple français, si vous voulez, ça dépasserait et ça permettrait de l'imposer contre des jurisprudences qui sont mises en place par des juges. Joseph Touvenel, vous êtes catholique, hein, je crois que c'est un secret pour personne. Et justement, cette idée de Pape François de créer des ponts plutôt que des frontières, est-ce que les frontières, en tout cas en termes d'immigration, peuvent aussi être nécessaires pour un pays catholique comme la France, qui a aussi besoin de préserver un environnement porteur à la foi et à l'évangélisation? D'abord, le pape François est un jésuite, ne l'oublions jamais, donc c'est toujours un peu complexe ce qu'il dit, parce que je peux vous dire aussi des discours officiels du pape François qui dit qu'attention, le premier droit d'une personne, c'est de pouvoir vivre et travailler au pays. Le premier droit. Et que les pays doivent faire en sorte que leur population ne soit pas obligée d'immigrer, notamment pour des raisons économiques. Mais je suis allé, il y a quelques mois, pour la première fois de ma vie, dans l'État du Vatican. Donc c'est le seul État catholique au monde. Non pas Saint-Pierre de Rome, l'État du Vatican. J'ai eu 3 contrôles successifs de police avec mon identité qui avait déjà été inscrite au préalable. Je ne parle même pas pour aller voir le pape que j'ai rencontré, mais pour rentrer dans l'État du Vatican. Eh bien moi, je demande tout simplement qu'on puisse faire au moins un contrôle pour rentrer en France. Ça en fera, vous voyez, 2 de moins que pour rentrer dans l'État du Vatican. Je pense que l'exemple va toujours venir d'en haut. Et pourquoi c'est fait dans l'État du Vatican, qui est entouré de très grands murs, au pied desquels on trouve d'ailleurs certains immigrés qui dorment dans la rue, comme chez nous. Pourquoi c'est fait? Mais parce que c'est nécessaire, c'est tout. Voilà. Donc le pape François nous donne un excellent exemple en tant que chef de l'État du Vatican. Pour aller rentrer dans l'État du Vatican, premier contrôle de la police italienne, deuxième contrôle par la police du Vatican, troisième contrôle par la police du Vatican. J'en demande pas plus. Mais on peut vous titrer donc dans ce titre de l'Incorrect, je parle aux journalistes de l'Incorrect, donc c'est une immigration, analyse d'un naufrage français. Joseph Touvenel, on a l'impression en lisant ce dossier que tout est foutu. On apprend dans un dernier rapport de... Jamais. Alors pourquoi tout est foutu? Parce que le sens de l'histoire, c'est pas un sens automatique, c'est pas un sens. Le sens de l'histoire, c'est la volonté ou la lâcheté ou l'indifférence des hommes et des femmes. On ne sait jamais. Là, j'ai un père qui a été résistant, arrêté par les nazis, qui a fait de la prison. Au même moment, il avait un ami qui lui écrivait, qui était en Tunisie, enfin dans le désert. Il avait fait une très belle lettre à Noël. Noël 40, on a perdu. Pacte germano-soviétique, à vision humaine, on a tout perdu. Et pourtant, cet homme écrit une très très belle lettre, pleine d'espoir. D'abord, il célèbre Noël, il célèbre le ciel étoilé au-dessus du désert. Et puis, elle est pleine d'espoir, sa lettre. Il est mort, cet homme. On n'a pas eu de nouvelles. Ses os doivent être en train de blanchir dans un coin du désert de Libye ou de Tunisie. Et il avait raison. Il était dans le camp des vainqueurs. À la fin, on a gagné. Malgré qu'à cette époque-là, humainement, on avait perdu. Alors nous sommes jeudi saint, demain c'est vendredi saint, donc Pâques dimanche. Dans le dernier rapport de l'INSEE, on apprend qu'il y a plus de musulmans pratiquants en France que de catholiques pratiquants. Vous réussissez à garder l'espérance quand même, comme la France, fille aînée de l'Église, va toujours continuer à être un environnement porteur à la fois. Je vous rappelle qu'au départ, ils ont commencé à 12. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Donc vous gardez l'espérance, Joseph Touvenel. Merci Absolument. à vous. On rappelle donc que vous êtes le directeur du Capital Social, donc avec Charlotte Dornelas. Que vous pouvez commander Voilà. par Internet, faites Capital Social Magazine et vous commandez le numéro ou vous vous abonnez, ça sera encore mieux. Voilà, la ligne, c'est Chesterton, Capital Social. La ligne, c'est de dire que les deux doivent fonctionner ensemble, qu'il n'y a pas de contradiction et que le meilleur capital, c'est d'abord le capital humain, c'est donc le social, parce que c'est d'abord les hommes et les femmes qui font. Et ensuite, le système va les aider, le système qu'on va mettre en place, ou le système ne va pas les aider. L'ultralibéralisme tue le vrai social, comme le socialisme communisme tue le vrai social. Capital Social, Chesterton, avec Charlotte Dornelas. C'est quoi la une de l'Incorrect? Enfin, je veux dire, la une de l'Incorrect, immigration, analyse d'un naufrage français. Quelle est la ligne de l'Incorrect? La ligne de l'Incorrect, voilà, c'est très un complet. intellectuel. Un intellectuel? C'est pas possible. Arthur de Vatrigan. Allez, Ouais. merci à vous. Immigration, analyse d'un naufrage français, la dernière une de l'Incorrect. Merci à vous.